Je m'appelle Caitlin Lindsay. J'ai 35 ans. Je suis une ancienne capitaine de l'armée, avec un avenir brillant qui m'attendait au Pentagone. Mais aujourd'hui, je me tiens devant le tribunal, étiquetée comme l'épouse vénale et profiteuse d'un milliardaire de la technologie. Aujourd'hui, dans une salle d'audience empestant le parfum hors de prix et l'hypocrisie, mon mari, Corbin, a pointé son doigt vers mon visage. Il a dit dans le micro, ce n'est qu'un soldat de bas niveau, qui sait comment suivre les ordres. Elle n'a jamais créé un seul centime de valeur pour mon entreprise. Sa mère était assise derrière lui, souriant d'un air suffisant. Elle chuchotait assez fort pour que je l'entende, c'est bien fait pour cette fille vulgaire. Ses mains calleuses ne méritent que de porter les chaussures de Corbin. Il pense que je vais m'effondrer. Il pense que cette année de travail de nuit en tant qu'agent de sécurité, cette année à nettoyer le vomi des ivrognes pour gagner l'argent nécessaire à l'achat des serveurs de Corbin, ont fait de moi une esclave soumise. Mais ils ont oublié une chose. Je suis officier de logistique. Et un bon officier ne part jamais au combat sans un plan de secours. Ce que je sors de la poche poitrine de ma veste n'est pas un mouchoir pour essuyer mes larmes, mais une condamnation à mort pour leur empire. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo, et commentez le mot karma juste en dessous, si vous croyez que l'on récolte ce que l'on sème, et que les traîtres finissent toujours par payer le prix fort. La climatisation du tribunal de grande instance du comté de Fairfax était réglée sur une température que je ne pourrais décrire que comme un froid de morgue chic. C'était glacial. Un froid stérile, qui s'infiltrait à travers le tissu fin de mon blazer en polyester. J'avais acheté ce tailleur chez Target, 3 jours plus tôt, pour 40 €. C'était tout ce que je pouvais me permettre. Il était bleu marine, tombait un peu mal au niveau des épaules, et me grattait la peau à chaque fois que je bougeais sur mon siège. De l'autre côté de l'allée centrale, séparé de moi par quelques mètres d'acajou et 1 million de kilomètres de statut social, était assis mon mari, Corbin Reynolds. Il portait un costume Armani sur mesure. La doublure en soie gris anthracite avait coûté plus cher que ce que mon père gagnait en 3 mois de service actif dans l'armée. Je savais exactement combien cela avait coûté, car c'était moi qui avais signé le chèque, 2 ans plus tôt. C'était à l'époque où il disait qu'il avait besoin d'avoir l'air d'un patron, pour séduire les investisseurs. Et il en avait l'air, aujourd'hui. D'accord. Il ressemblait au roi fraîchement couronné de la technologie, au PDG de Restock Solutions, au chouchou de la nouvelle élite fortunée de Washington DC. Et moi. Je n'étais que la note de bas de page embarrassante, qu'il essayait d'effacer. L'avocat de Corbin, un homme dont le sourire avait trop de dents et pas assez de chaleur, venait de terminer de brosser de moi un portrait méconnaissable. Selon lui, j'étais paresseuse. Je ne le soutenais pas. J'étais un boulet, attaché à la cheville de la vision d'un grand homme. Monsieur Reynolds, a demandé l'avocat, d'une voix douce comme du cuir huilé. Pouvez-vous décrire à la cour, la contribution de Madame Lindsay à la création de Restock Solutions? Corbin s'est levé. Il a ajusté ses revers de veste, un geste qu'il avait dû répéter devant le miroir. Il a tourné son charme vers le juge, de la même manière qu'il le tournait vers moi autrefois. Votre honneur, a commencé Corbin, sa voix projetant cette cadence parfaite des conférences TED. Restock est mon idée, mon bébé. C'est le résultat de nuits blanches, de codage jusqu'à ce que mes doigts saignent, d'une vision unique pour révolutionner la logistique de la chaîne d'approvisionnement. Il a fait une pause, pour ménager un effet dramatique. Il m'a jeté un bref regard, avec des yeux complètement vides. Caitlin, elle était là, je suppose. Mais elle n'a pas écrit le code. Elle n'a pas conclu les accords. Elle ne comprenait pas la complexité des algorithmes. Il a repris son souffle, puis a lâché la phrase qui m'a coupé la respiration. Pour être honnête, votre honneur, elle n'était qu'un bruit de fond. Des parasites. Pendant que je construisais l'avenir, elle se contentait d'exister dans la pièce d'à côté. Un bruit de fond. Les mots sont restés suspendus dans l'air stérile de la salle. 7 ans. Cette année de ma vie, réduite au bourdonnement d'un réfrigérateur, ou au bruit de la circulation derrière une fenêtre. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas halté. Mon entraînement à West Point ne tolérait pas les démonstrations publiques d'hystérie. Je suis resté parfaitement immobile, ma colonne vertébrale ne touchant même pas le dossier de la chaise en bois dur. Mais, sous la table, mes mains étaient serrées si fort, que mes jointures étaient blanches. Ses mains. Je les ai regardées brièvement. Elles n'étaient pas douces, comme les mains des femmes que Corbin fréquentait désormais.
Mes jointures portaient les cicatrices des parcours du combattant, et des exercices de combat au corps à corps. La peau de mes paumes était rugueuse. Épaissie par des années à empoigner des carabines M4, et plus tard, à serrer de lourdes lampes torchées et des volants de voiture, lors de mes doubles gardes en tant qu'agent de sécurité. Derrière Corbin, dans la galerie réservée à la famille, était assise sa mère, Madame Mia Reynolds. Elle était l'incarnation de la vieille bourgeoisie de Virginie. Des perles qui coûtaient le prix d'une année universitaire, des cheveux laqués formant un casque blond immuable, et un regard capable de geler l'eau. Elle s'est penchée vers la femme assise à côté d'elle. Rebecca, l'assistante de direction de Corbin. Une diplômée de Vassar de 24 ans, portant une robe Chanel qui lui collait à la peau. Rebecca était tout ce que je n'étais pas, douce, civile, et hors de prix. Mia n'a pas chuchoté discrètement. Elle voulait que je l'entende. Elle avait besoin que je l'entende. Dieu merci, mon fils s'est enfin réveillé, a sifflé Mia, ses lèvres bougeant à peine. Elle m'a regardé avec un mélange de pitié et de répulsion, comme si elle regardait une tache sur un tapis perçant. Regarde-la, assise là, raide comme un piquet. Elle est tellement rustre. Ses mains calleuses ne sont bonnes qu'à porter les chaussures de Corbin, pas à porter son alliance. Rebecca a gloussé, un son léger et tintant, qui a brisé la tension. Ne vous inquiétez pas, Madame Reynolds, a chuchoté Rebecca en retour. Nous aurons bouclé cette affaire avant le déjeuner. Elle pensait que c'était fini. Elle regardait mon tailleur Target, mon absence de maquillage, mon silence stoïque, et elles y voyaient une défaite. Elle voyait une femme qui avait été jetée au rebut, comme une vieille paire de bottes de combat dont les semelles étaient lisses. Elle voyait un simple soldat de base. Bon à prendre des ordres, mais incapable de réfléchir. Mais elles avaient commis une erreur critique dans leur évaluation tactique. Elles avaient confondu discipline et faiblesse. Dans ma tête, le chaos de la salle d'audience s'est estompé. Les insultes, le bruit de fond, la servante rustre ne me blessaient plus. Elle ne faisait que clarifier les paramètres de ma mission. J'ai pris une respiration lente et profonde. Comptant jusqu'à 4 à l'inspiration, retenant mon souffle pendant 4 secondes, puis expirant sur 4 secondes. Une respiration tactique. Je me suis souvenu du serment que j'avais prêté, je soutiendrai et je défendrai. Mais je me suis aussi souvenu d'un verset que mon père, un sergent-major qui avait connu l'enfer et en était revenu, avait l'habitude de citer avant chaque déploiement. Le psaume 144, verset 1, « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Dieu avait exercé ses mains au combat. Corbin avait simplement oublié que la guerre ne se mène pas toujours avec des armes à feu. Parfois, elle se mène avec du papier. Le juge, un homme à l'air fatigué nommé Callahan, m'a regardé par-dessus ses lunettes. Madame Lindsay, votre avocat est resté silencieux. Avez-vous quelque chose à dire avant que nous ne passions au partage des biens? Ou acceptez-vous la description faite par le plaignant? Mon avocat, un homme commis d'office qui avait à peine jeté un coup d'œil à mon dossier, a commencé à se lever pour demander une suspension d'audience. J'ai posé une main sur son bras pour l'arrêter. Je gère, lui ai-je dit doucement. Je me suis levé, le tissu de mon tailleur Target se tendant sur mes épaules. Je ne l'ai pas lissé. Je me suis tenu au garde à vous, le menton haut, et j'ai verrouillé mon regard directement dans celui de Corbin. Pendant une seconde, son sourire assuré a vacillé. Il a vu dans mes yeux quelque chose qu'il n'y avait pas vu depuis longtemps. Il a vu la capitaine. Votre honneur, a résonné ma voix, ferme, portant jusqu'au fond de la salle sans crier. Je n'accepte pas la description du plaignant. Monsieur Reynolds prétend que je n'étais qu'un bruit de fond. Il prétend que je n'ai rien apporté à la logique, ou à la structure de Restock Solutions. Nous avons établi ce point, Madame Lindsay, a soupiré le juge en regardant sa montre. À moins que vous n'ayez de nouvelles preuves, ce ne sont que des paroles en l'air. J'ai effectivement des preuves, votre honneur, ai-je affirmé. Corbin a levé les yeux au ciel. Mia a laissé échapper un ricanement audible. Il s'attendait à une lettre d'amour, ou peut-être à un reçu pour des courses. J'ai levé la main droite. Lentement. Délibérément. J'ai glissé ma main vers la poche poitrine intérieure de mon blazer bon marché. C'était le même geste que j'aurais utilisé pour attraper une arme de poing. Mais aujourd'hui, l'arme était faite de cellulose et d'encre. Je pouvais sentir la texture du document plié, sous le bout de mes doigts. Il était tiède,
chauffé par la chaleur de mon corps. C'était la seule chose de valeur qui me restait au monde, à part mon intégrité. Je voudrais soumettre la pièce à conviction ai-je dit, mes doigts se refermant sur le papier. Un document signé par Monsieur Reynolds, et notarié à Paris, en France, il y a 5 ans. Un document détaillant exactement qui a conçu l'algorithme logistique qui a bâti son entreprise. Et détaillant exactement ce que vaut cette contribution. Le visage de Corbin est passé de suffisant à confus. Et puis, quand il a réalisé de quelle année je parlais, son visage s'est vidé de ses couleurs, plus vite que le sang d'une artère sectionnée. J'ai sorti le document. Il était temps de faire mouche. Le papier, dans ma main, me semblait lourd. Plus lourd que la carabine M4 que je portais autrefois en patrouille. Tandis que mes doigts effleuraient le sceau en relief du notaire, l'air glacial du tribunal a semblé se déformer et se modifier. L'odeur d'eau de Cologne chère et d'encaustique s'est estompée, remplacée par l'odeur de bière rance, de mazout bon marché, et de désespoir. Soudain, je ne me tenais plus devant le juge Callahan. J'étais de retour en Virginie, 7 ans plus tôt. C'était l'hiver qui a tout changé. L'hiver où j'ai cessé d'être la capitaine Caitlin Lindsay, une femme qui inspirait le respect, pour commencer à devenir Caitlin Reynolds. La femme qui n'inspirait rien d'autre que ses propres sacrifices silencieux. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée caritative, à Fort Belvoir. C'était l'un de ces événements de divertissement obligatoire, où l'on s'attendait à ce que les officiers se mêlent aux sous-traitants civils locaux. Corbin se tenait près du bol de punch. Il avait l'air de ne pas être à sa place, dans un costume qui était clairement du prêt-à-porter, et d'une taille trop grande. Il avait ce charme de petit garçon. Une façon de vous regarder, comme si vous étiez la seule personne dans la pièce, à comprendre la blague secrète de l'univers. Il m'a dit qu'il était un visionnaire. Il utilisait des mots comme « disrupteur » et « changement de paradigme ». Moi, j'étais officier de logistique. Je m'occupais du carburant, des munitions et des horaires de transport. Son monde de potentiel abstrait était enivrant pour quelqu'un dont la vie se mesurait en coordonnées de grille et en rapport de perte. Mais le charme ne paie pas le loyer. Je me souviens de la nuit où la vision a failli mourir. Nous vivions dans un studio à Alexandria, qui était à peine plus grand qu'une cellule de prison. Le chauffage était en panne, et nous étions emmitouflés dans des couches de couverture. Notre souffle était visible dans l'air froid. Corbin était penché sur son ancien ordinateur portable, une machine qui faisait le bruit d'un moteur à réaction se préparant au décollage. Soudain, l'écran est devenu noir. Le ventilateur a vrombi, puis s'est éteint. Le silence a envahi la pièce. Un silence lourd et terrifiant. Non, a chuchoté Corbin. Il a tapé frénétiquement sur les touches. Non, non, non. Il s'est tourné vers moi, les larmes coulant sur son visage. Pas des larmes stoïques de soldat. C'étaient les larmes d'un enfant dont le jouet s'est cassé. Il a disparu, Caitlin. Le code, le prototype. Le serveur a planté. Tout est perdu. Il s'est effondré contre le mur, glissant jusqu'à n'être plus qu'un tas sur le sol. Je n'y arriverai pas, a-t-il sangloté. Je suis un raté. Ma mère avait raison, je n'arriverai jamais à rien. Le voir dans cet état a brisé quelque chose en moi. Ça a déclenché cet instinct protecteur. Le même instinct qui me poussait à vérifier l'équipement de mes soldats 3 fois avant une mission. Je ne pouvais pas réparer le code, mais je pouvais régler le problème. Je me suis dirigé vers mon sac à dos militaire, dans le coin de la pièce. À l'intérieur, glissé dans une enveloppe abîmée, se trouvait un chèque du ministère de la Défense. C'était ma solde de combat, ma prime de risque. Un bonus que j'avais gagné lors d'un déploiement de 9 mois, où j'avais esquivé des engins explosifs improvisés et dormi dans la terre. Cet argent devait servir d'acompte, pour acheter une maison à mes parents en Caroline du Nord. Ils vieillissaient, et leur toit fuyait. Je leur avais promis de les aider. J'ai regardé le chèque. Puis j'ai regardé Corbin, recroquevillé sur le sol, vaincu. « Lève-toi », lui ai-je dit doucement. « Quoi ?» Il a levé les yeux, rouge et gonflé. « Lève-toi. On va chez Best Buy. » Je me souviens des néons du Best Buy de Springfield. Ils étaient d'une luminosité aveuglante. Corbin était comme un gamin dans un magasin de bonbons. Son chagrin a été oublié, dès l'instant où nous avons mis les pieds dans le rayon informatique.
Il passait ses mains sur le châssis en aluminium élégant, des serveurs haut de gamme et des puissantes stations de travail. Celui-ci, a-t-il dit, en pointant du doigt une installation qui coûtait plus cher que ma première voiture. Avec ça, je pourrais reconstruire Rostock en 2 fois moins de temps. La puissance de traitement, Caitlin. C'est magnifique. Il n'a pas regardé l'étiquette du prix. Il ne l'a jamais fait. C'était mon rôle. Je me suis avancé vers la caisse. Ma main tremblait, au moment où j'ai remis le chèque, et ma carte de débit, pour couvrir la différence. Le caissier, un adolescent couvert d'acné et à l'air ennuyé, ne savait pas que l'argent que je dépensais était le prix du sang. Il ne savait pas que j'avais failli perdre ma jambe, pour ces quelques euros. Le reçu dans le sac, a-t-il marmonné. Oui, ai-je répondu. S'il vous plaît. Nous sommes rentrés en silence. Les boîtes hors de prix remplissaient la banquette arrière de ma Ford Taurus cabossée. Corbin fredonnait. Il était heureux. Ce bonheur a duré jusqu'à Thanksgiving, 2 semaines plus tard. Thanksgiving est censé être une fête de l'abondance. C'est la dinde, la farce, la sauce au canneberge, et les disputes familiales autour du football américain. Mais cette année-là, le solde de notre compte bancaire s'élevait à 12,08 €. Nous n'avions pas les moyens d'acheter une dinde. Nous ne pouvions même pas nous payer l'essence, pour descendre en Caroline du Nord voir mes parents. Alors, nous sommes restés dans le studio glacial. Le dîner fut une pizza surgelée DiGiorno. Je l'ai cuite dans le four grille-pain, parce que le four principal ne fonctionnait pas bien. Nous nous sommes assis par terre, enroulés dans une couette, et nous avons partagé la pizza sur une assiette en carton. Corbin a croqué dans la croûte, qui avait le goût de carton, et m'a regardé avec ses yeux bleus intenses. La lumière bleue de ses nouveaux écrans s'y reflétait, lui donnant un air presque angélique. Caitlin, a-t-il dit, en tendant la main pour toucher mon visage. Sa main était chaude, douce. Ma joue était rugueuse, à cause de l'air sec de l'hiver. Je sais que c'est dur. Je sais que je n'ai pas été le soutien que tu mérites. C'est d'accord, ai-je menti. Ça n'allait pas. J'avais faim. J'avais froid. Et ma mère me manquait. Non, écoute-moi, a-t-il insisté. Il m'a attiré plus près de lui, enfouissant son visage dans mon cou. Je vais arranger ça. Rostock va devenir énorme. Je le sens. Et quand ça arrivera, quand on aura réussi. Il s'est reculé, pour me regarder droit dans les yeux. Tu n'auras plus jamais à te soucier de l'argent. Tu n'auras plus jamais à travailler un seul jour de ta vie, si tu ne le veux pas. Je t'achèterai une maison. J'achèterai une maison à tes parents. Je t'offrirai le monde, Caitlin. Parce que tu as cru en moi, quand personne d'autre ne le faisait. Il m'a embrassé à ce moment-là. Un baiser au goût de sauce tomate et de promesses. Et je l'ai cru. Que Dieu m'aide. Je l'ai cru. Je pensais que j'investissais dans un partenariat. Je pensais que nous formions une équipe. Une équipe de combat à 2, contre le reste du monde. Je ne savais pas, à l'époque, que je n'étais pas une partenaire. Je n'étais qu'un capital risque, avec un cœur qui bat. Le souvenir s'est estompé, se dissolvant pour laisser place à la dure réalité du tribunal. J'ai regardé Corbin, de l'autre côté de l'allée centrale. Il murmurait quelque chose à son avocat. Il avait l'air agacé, et vérifiait probablement l'heure sur sa Rolex. Une Rolex qui avait coûté 10 fois le prix de cet ordinateur. Il avait tenu sa promesse, d'une manière complètement tordue. Il avait fait les choses en grand. Il avait gagné des millions. Mais le gnou de sa promesse s'était silencieusement transformé en jeu. Et la femme qui avait sacrifié sa solde de combat, le toit de ses parents et sa propre dignité, pour lui acheter les outils de sa réussite? Elle n'était plus qu'un bruit de fond. J'ai de nouveau baissé les yeux, sur le document que je tenais à la main. La colère, qui n'était qu'un œuf froid dans mon estomac, a commencé à brûler. Tu m'as promis le monde, Corbin, ai-je pensé, ma prise se resserrant sur le papier. Mais tu as oublié, que c'est moi qui ai dessiné la carte. L'avocat de la partie adverse s'est raclé la gorge, me ramenant totalement au présent. Madame Lindsay, a-t-il ricané. Nous attendons. J'ai levé la tête. Mes yeux étaient secs, mon cœur s'était durci. Il ressemblait désormais à l'acier d'une arme. Je suis prête, ai-je répondu. Mais,
Avant que je ne puisse remettre le document à l'huissier, un autre souvenir m'a frappé. Un souvenir plus sombre. Le souvenir du choix, qui a véritablement scellé mon sort. Le jour où je ne lui ai pas seulement donné mon argent, mais où je lui ai sacrifié ma carrière. Tout a commencé par une lettre. Une lettre du Pentagone, qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie. L'enveloppe était épaisse. Dans l'armée, une enveloppe épaisse est généralement synonyme de bonne nouvelle. Ça signifie des ordres d'affectation. Ça signifie du mouvement. Je me souviens m'être assise à notre table de cuisine bancale, les mains tremblantes en déchirant le seau. À l'intérieur, il y avait du papier à en-tête officielle du département de l'armée. Le genre avec un filigrane que l'on peut sentir sous le pouce. Département de l'armée. Objet, changement d'affectation permanent, PCS. Ordre au CPT Caitlin Lindsay. Affectation, 21e commandement du soutien du théâtre, base aérienne de Ramstein, Allemagne. Ramstein. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, comme un oiseau pris au piège. Ramstein n'était pas juste une base militaire pour un officier de logistique. C'était le grand show. C'était le centre névralgique de la puissance militaire américaine en Europe. Et jointe à ses ordres, il y avait la liste des promotions. Mon nom y figurait. Major. Je suis sur la liste, ai-je chuchoté à la pièce vide. Je vais être major. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé, depuis l'âge de 18 ans. C'était West Point. C'était les nuits blanches à l'école des Rangers. C'était le point culminant d'une décennie de service. Quand Corbin est rentré ce soir-là, portant un sac de nourriture chinoise à emporter parce qu'il était trop stressé pour cuisiner, je rayonnais. J'avais adossé la lettre contre la salière, comme un trophée. Bébé, regarde, ai-je dit, incapable de cacher le tremblement dans ma voix. Regarde ça. Corbin a posé la nourriture. Il a pris la lettre. Il l'a lue en silence. J'ai observé son visage, attendant le sourire. Attendant le « je suis si fier de toi ». Attendant les célébrations. Au lieu de cela, son visage s'est décomposé. Ses épaules se sont affaissées. Il avait l'air d'avoir reçu un avis de saisie immobilière. L'Allemagne, a-t-il dit, d'une voix atone. C'est loin. C'est Ramstein, Corbin. C'est une promotion énorme. Ça vient avec une augmentation de salaire significative. On pourrait enfin sortir de cet appartement. Tu pourrais venir avec moi. Tu peux coder de n'importe où, pas vrai? Il a lâché la lettre sur la table, comme si elle était contaminée. Il a marché jusqu'à la fenêtre, et a fixé le parking. Je ne peux pas aller en Allemagne, Caitlin, a-t-il dit en me tournant le dos. Mes investisseurs sont ici. DC, c'est le centre névralgique. Si je pars maintenant, Rostock meurt. C'est tout. Ça meurt. Il s'est retourné. Ses yeux étaient écarquillés. Paniqué. C'était son arme de prédilection, la fragilité utilisée comme moyen de pression. Si tu pars, a-t-il dit, la voix brisée, je ne peux pas t'en empêcher. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais je ne peux pas faire ça sans toi. Je me noie, Caitlin. Tous les jours, j'ai l'impression de me noyer. Tu es la seule chose qui me maintient la tête hors de l'eau. Si tu pars. Je ne sais pas ce qui m'arrivera. Je ne sais pas si je pourrai y arriver. Il n'a pas dit, ne pars pas. Il ne me l'a pas interdit. Ça aurait été trop évident. Au lieu de cela, il a fait de ma réussite, la cause de son échec potentiel. Il a fait de mon rêve, l'assassin du sien. J'ai regardé les ordres d'affectation. Puis j'ai regardé mon mari. Il me regardait comme un chiot sur le point de recevoir un coup de pied. Le week-end suivant, j'ai conduit jusqu'en Caroline du Nord, pour voir mon père. J'avais besoin d'un retour à la réalité. J'avais besoin du sergent-major. Mon père était assis sous son Porsche, en train de cirer ses bottes par habitude. Même s'il était à la retraite depuis 10 ans. Il a lu les ordres. Il a souri. Un sourire lent et fier, qui plissait le coin de ses yeux. Major Lindsay, a-t-il dit, testant la sonorité du titre. Ça sonne sacrément bien, ma fille. Sacrément bien. Ensuite, je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé de Corbin. Je lui ai parlé de Rostock.
Je lui ai dit que je pensais refuser le poste. Le sourire a disparu. Il a posé la botte. Il m'a regardé avec un regard plus dur que le granit. Tu penses à refuser une promotion au grade d'officier supérieur, a-t-il dit lentement. Pour rester à la maison, et laver les chaussettes d'un garçon qui joue avec des ordinateurs? C'est mon mari, papa. Il a besoin de moi. On est une équipe. Une équipe tire dans le même sens, Caitlin. Une équipe ne demande pas au grimpeur de tête de couper sa corde, pour que le gars en bas se sente plus en sécurité. Il s'est penché en avant, sa voix basse et intense. Ce garçon n'est pas en train de construire une entreprise. Il vend du vent. Et toi? Tu es un soldat. Tu es une leaduse. Si tu renonces à ça, si tu désertes ton poste pour lui, tu ne perds pas seulement un grade. Tu te perds toi-même. Je ne déserte pas, ai-je argumenté, sentant les larmes me piquer les yeux. Je soutiens ma famille. Tu jettes ton honneur dans un broyeur à bois, a-t-il tranché, en se levant pour rentrer dans la maison. Il ne s'est pas retourné. Le trajet de retour vers la Virginie fut le plus long de ma vie. J'ai pleuré pendant les 100 premiers kilomètres. Puis, j'ai arrêté de pleurer, et j'ai commencé à négocier avec moi-même. C'est juste un travail, me disais-je. Corbin a raison. Le mariage passe avant tout. Quand il réussira, tout ça en vaudra la peine. Le lundi suivant, je suis entré dans le bureau du personnel du Pentagone. Le commis, un sergent de première classe qui me connaissait, a regardé le formulaire que j'avais posé sur le comptoir. Demande de séparation des services. Transfert vers la réserve individuelle, IRR. Madame, m'a-t-il demandé, confus. Vous êtes sur la liste des promotions. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Ma main a hésité au-dessus du stylo. Je pouvais voir Rammstein dans mon esprit. Je pouvais voir les avions de transport CE-17 décoller. Je pouvais imaginer les briefings de mission, le but à atteindre, la fierté. Et puis, j'ai revu le visage de Corbin. Je me noie, Caitlin. J'ai pris une respiration. J'avais l'impression d'inhaler du verre brisé. Je suis sûr, sergent, ai-je répondu. Pour des raisons familiales. J'ai signé mon nom. L'encre était noire et indélébile. Avec cette signature, la capitaine Caitlin Lindsay n'est pas exactement morte. Mais elle est tombée dans le coma. À sa place, Madame Corbin Reynolds est née. Une femme dont le seul grade était l'épouse d'un grand soutien, et dont la seule mission était de garder un homme-enfant heureux. Je suis sorti du Pentagone avec un sentiment de légèreté. Mais ce n'était pas la légèreté de la liberté. C'était la légèreté de quelque chose qui a été évidé de l'intérieur. Je suis rentré à la maison, et j'ai annoncé la nouvelle à Corbin. Il n'a pas pleuré. Il ne s'est pas mis à genoux de gratitude. Il m'a simplement fait un bref câlin et a dit « Super. Maintenant, tu pourrais m'aider à organiser ces feuilles de calcul. J'ai une présentation demain. » Juste comme ça. Mon sacrifice a été consommé, digéré et oublié, en l'espace de 30 secondes. Alors que j'étais assise là, ce soir-là, à catégoriser ses dépenses pendant qu'il jouait aux jeux vidéo pour décompresser, j'ai regardé mes mains. C'étaient les mêmes mains, qui avaient tenu un fusil. Maintenant, elles ne faisaient que taper des données, pour un homme qui ne savait même pas comment remplir un lave-vaisselle. J'aurais dû écouter le sergent-major. J'aurais dû écouter mon instinct, qui hurlait de fuir. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté. Et parce que je suis resté, j'ai fini par me retrouver dans un entrepôt à 2 heures du matin. À me geler les fesses pour garder les biens de quelqu'un d'autre, pendant que mon mari dormait dans un lit bien chaud. Si vous avez déjà abandonné une part de vous-même, pour quelqu'un qui ne l'a pas apprécié à sa juste valeur. Ou si vous pensez qu'une femme ne devrait jamais avoir à tamiser sa propre lumière, pour permettre à un homme de briller. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Et dans les commentaires, tapez simplement « Je suis digne ». Pour vous rappeler à vous-même, et à tous ceux qui sont ici, que vos rêves comptent. Le bruit de la plume qui grattait ma lettre de démission, résonnait dans ma mémoire. Scratch! Scratch! Fait. Mais ce son s'est rapidement transformé en quelque chose d'autre. Quelque chose de plus fort, de plus dur. Il s'est transformé en un crissement métallique, suivi d'un claquement. Le bruit d'un rideau de fer qui s'abat. Clang.
Bienvenue dans l'équipe de nuit. Le vent coupait mon blouson de sécurité en polyester bon marché, comme une lame de rasoir. Il faisait trop froid, pour le nord de la Virginie. La température avait chuté jusqu'à devenir glaciale. Je patrouillais dans le périmètre extérieur d'un immense entrepôt logistique. Le genre d'endroit où les rêves viennent mourir dans des boîtes en carton, pour être expédiés par Amazon Prime. Le faisceau de ma lampe torche dansait sur l'asphalte gelé. Mes bottes, des modèles en promotion de chez Walmart et non pas les chaussures de combat d'honneur de haute qualité que je portais auparavant, crissaient bruyamment sur la glace noire. Chaque pas envoyait une secousse de douleur le long de mes tibias. J'étais debout depuis 9 heures d'affilée. Je n'étais pas la capitaine Lindsay ici. Je n'étais que toi ou le vigile. Mon travail consistait à m'assurer que personne ne volait de fil de cuivre, ou n'entrait par effraction dans les remorques. C'était un travail qui exigeait zéro réflexion, et une patience infinie. C'était une humiliation qui brûlait plus profondément que le froid. Alors que je contournais l'angle près des quais de chargement, un son familier m'a fait figer sur place. C'était le grondement sourd d'un moteur de 1V. Un convoi de la garde nationale s'arrêtait pour faire le plein, au relais routier adjacent à l'entrepôt. J'ai vu les uniformes. Les camouflages. La façon assurée dont il se déplaçait. Et puis je l'ai vu, lui. L'homme qui descendait du véhicule de tête était un de mes anciens collègues. Le sergent Martinez. Il avait été l'un de mes meilleurs chefs d'escouade, lorsque j'étais lieutenante. J'ai alors vu le grade sur sa poitrine, adjudant. Il avait réussi. Il avait l'air net, professionnel, respecté. Il s'est dirigé vers les distributeurs automatiques, près de l'endroit où je me trouvais. La panique, brûlante et soudaine, a envahi ma poitrine. Je ne pouvais pas le laisser me voir. Je ne pouvais pas le laisser voir son ancienne commandante, la femme qu'il saluait autrefois, se tenir là. Vêtue d'un uniforme de sécurité mal taillé, tenant une lampe torche, comme un vulgaire vigile de centre commercial. La honte était physique. Une nausée me retournait l'estomac. Je me suis caché derrière une benne à ordures. Mon cœur battait si fort, que j'ai cru qu'il l'entendrait. J'ai pressé mon dos contre le métal froid, sentant l'odeur des ordures pourrissantes à l'intérieur, et j'ai fermé les yeux. « Tout va bien, monsieur ?» ai-je entendu Martinez demander à quelqu'un. « Ouais, je prends juste un café », a répondu une autre voix. J'ai attendu que les moteurs rugissent à nouveau, et que le convoi s'éloigne. Ce n'est qu'à ce moment-là, que j'ai glissé jusqu'au sol. Ma respiration se bloquait dans ma poitrine. J'ai sorti mon sandwich au jambon de ma poche. Il était écrasé, et à moitié gelé. J'ai pris une bouchée, goûtant le pain rassis, et l'amertume de mes propres choix. J'ai terminé ma garde à 6 heures du matin. J'ai conduit pour rentrer chez moi, dans un état de somnolence. Mes yeux brûlaient de fatigue. Quand j'ai déverrouillé la porte de notre appartement, j'ai essayé d'être silencieuse. J'ai vraiment essayé. Mais mes doigts gelés ont maladroitement manipulé les clés, qui ont tinté bruyamment. Hugh, sérieusement. La voix de Corbin est parvenue depuis la chambre. Elle était étouffée par son oreiller, épaisse de sommeil et d'irritation. Je suis entré dans la pièce. Il était enfoui sous la chaude couette, ne laissant dépasser qu'une touffe de cheveux. La pièce sentait le sommeil et le confort. Je suis désolé, ai-je chuchoté, en retirant mon uniforme. J'avais mal au dos. Mes pieds étaient douloureux. Tu es toujours tellement bruyante quand tu rentres, a-t-il gémi en se retournant. J'étais en plein milieu d'un super rêve sur l'introduction en bourse. Maintenant, je suis réveillé. Il n'a pas demandé comment s'était passée ma nuit. Il n'a pas demandé si j'avais eu froid. Il n'a pas demandé si j'avais faim. Il a juste tiré la couverture plus fort sur lui, et s'est rendormi. Il ne se réveillerait pas avant 10 heures. D'ici là, j'aurais nettoyé la cuisine, préparé son déjeuner, et je me serais effondré sur le canapé pour 4 heures de sommeil. Avant de tout recommencer. Je suis allé dans la salle de bain, et je me suis regardé dans le miroir. Il y avait des cernes sombres sous mes yeux, qu'aucune quantité d'anti-cernes ne pourrait cacher. Ma peau paraissait grise. J'avais l'air d'avoir 10 ans de plus que mes 32 ans. Plus tard dans l'après-midi, j'étais dans la cuisine, en train de repasser mon uniforme pour la prochaine garde. La vapeur sifflait, remplissant la petite pièce. On a frappé à la porte. C'était Mia. Elle est entrée en coup de vent, sans attendre qu'on l'y invite.
portant avec elle un air de jugement prononcé, assorti à son sac à main Hermès. Elle a regardé autour d'elle dans l'appartement, plissant le nez à l'odeur persistante de l'amidon de repassage. « Oh, Caitlin, a-t-il dit. Sa voix dégoulinait de fausse compassion. Tu fais toujours ce travail. Ça paie les factures, Mia, ai-je répondu, sans lever les yeux de la table à repasser. Corbin a besoin de chaque centime pour les serveurs, en ce moment. Elle s'est avancée, et a ramassé ma veste de sécurité. Elle la tenait du bout de ses doigts manucurés, comme si c'était un rat mort. C'est tellement masculin, a-t-elle dit. Regarde la coupe de ce truc. C'est carré. Ça n'a pas de forme. Tu as l'air d'un homme là-dedans, Caitlin. Pas étonnant que Corbin ne veuille pas t'emmener au dîner des investisseurs. Tu n'es pas vraiment du genre femme trophée, n'est-ce pas? Elle a ri. Un son léger et cruel. Je veux dire, regarde tes mains. Elles sont si rudes. Tu devrais vraiment investir dans de la lotion, ma chérie. Ou peut-être dans des gants pour les cacher. J'ai posé le fer à repasser. Je l'ai posé avec force. Mes mains paient le rêve de votre fils, Mia, ai-je dit d'une voix basse. Ne sois pas susceptible, a-t-elle reniflé. Je dis ça comme ça. L'apparence, c'est important. Surtout dans notre monde. Notre monde. Comme si ce n'était pas moi qui le finançais. Après son départ, elle a laissé derrière elle une odeur persistante de Chanel numéro 5, et d'insécurité. Je suis allé vers mon casier. Ce n'était pas vraiment un casier. C'était juste un bac en plastique, où je gardais mon équipement. À l'intérieur du couvercle, un bout de papier était scotché. Il avait jauni, et ses bords s'enroulaient. Je l'avais imprimé le jour où j'avais démissionné de mon poste d'officier. C'était une citation de Theodore Roosevelt, l'homme dans l'arène. Je l'ai lu à voix haute, ma voix tremblant légèrement dans l'appartement vide. Ce n'est pas le critique qui compte. Ni celui qui montre comment l'homme fort a trébuché, ou comment celui qui agit aurait pu faire mieux. Le mérite appartient à celui qui est véritablement dans l'arène. Celui dont le visage est couvert de poussière, de sueur et de sang. J'ai touché mon visage. Pas de sang aujourd'hui. Juste de la poussière et de la sueur. Celui qui lutte vaillamment. Qui se trompe, qui échoue encore et encore. Parce qu'il n'y a pas d'effort, sans erreur et sans échec. Mais qui s'efforce vraiment d'accomplir les grandes actions. Mia était la critique. Corbin était le spectateur. Mais moi. J'étais dans l'arène. J'étais celle qui encaissait les coups. J'étais celle qui saignait, pour qu'il puisse briller. J'ai essuyé une unique larme de colère sur ma joue. Je ne pleurais pas, pleurer était un luxe, pour les gens qui dormaient 8 heures par nuit. Je suis dans l'arène, ai-je murmuré à la pièce vide. Et je ne partirai pas avant d'avoir gagné la bataille. J'ai fini de repasser mon uniforme. Je l'ai enfilé, en le boutonnant comme une armure. J'ai lacé mes bottes bon marché. Je me battais pour ma famille. Je me battais pour l'avenir de Corbin. Je me suis dit qu'un jour, il comprendrait. Un jour, il regarderait mes mains rudes, et il y verrait de l'amour, pas de la laideur. Mais une petite voix froide, au fond de mon esprit, chuchotait une vérité différente. Et s'il ne regardait jamais? Et s'il ne voyait que le carnet de chèques? Cette pensée me terrifiait plus que le froid glacial. Alors je l'ai repoussé. Je l'ai enfermé dans une boîte mentale, et j'ai attrapé mes clés. Il fallait que j'aille travailler. Mais, avant que ce quotidien éreintant ne me détruise complètement, il y a eu un moment de répit. Un voyage qui était censé être une célébration. Mais qui a fini par devenir le moment où je me suis enfin réveillé. Paris. La ville lumière. La ville de l'amour. Ou du moins, c'est ce qu'on disait. Pour moi, elle allait devenir la ville du plan de secours. L'endroit où le soldat en moi, a finalement pris le dessus sur l'épouse. Le moteur de ma Ford Taurus a crachoté en démarrant, sonnant aussi fatigué que je l'étais. J'ai reculé dans l'allée, m'enfonçant dans l'obscurité. Je ne savais pas que la lumière, au bout du tunnel, était en réalité un train lancé à pleine vitesse, nommé trahison. Mais à Paris. À Paris, j'allais construire une barricade. Paris est censé être la ville où l'amour est réaffirmé. Pour Corbin et moi, ce fut la ville où notre amour fut finalement mis à nu, et révélé pour ce qu'il était vraiment, une transaction.
Le voyage était l'idée de Corbin. Il l'appelait notre lune de miel tardive. Avec 5 ans de retard. Mais le timing était suspect. Restock Solutions venait de commencer à gagner du terrain sur le marché européen. Corbin avait besoin d'obtenir une ronde de financement massive, de la part d'un consortium d'investisseurs français. Il avait besoin d'une épouse à son bras, pour paraître stable, fiable, et tourné vers la famille. Nous sommes descendus à l'hôtel Plaza Athénée. Un endroit si opulent, que ça m'en donnait mal aux dents. Des lustres en cristal, des géraniums rouges débordant de chaque balcon. Et un personnel qui parlait un anglais meilleur que celui de la plupart des Américains. Mais pendant les 3 premiers jours, j'ai vu davantage le concierge de l'hôtel, que mon mari. Je dois réseauter, Caitlin, disait Corbin, en ajustant sa cravate en soie devant le miroir. Ces investisseurs français sont de la vieille école. Ils veulent des rencontres en face à face. Pourquoi tu n'irais pas faire du shopping? Achète-toi quelque chose de beau. Il a jeté sa carte American Express noire sur le lit. Elle a atterri avec un léger bruit sec. Va chez Chanel. Achète un sac, ou peut-être de nouvelles chaussures. Ces bottes que tu portes sont embarrassantes. Il est parti, avant que je ne puisse répondre. Je ne suis pas allé chez Chanel. Je ne suis pas allé au Louvre. À la place, je me suis assise dans un petit café du 8e arrondissement. Je sirotais un café noir, en regardant les Parisiens se presser. Mon estomac était noué. Ce n'était pas à cause des croissants. C'était mon instinct. J'avais remarqué des choses. De petits détails. Corbin qui changeait le code de son téléphone. Il prenait des appels sur le balcon à 2 heures du matin, en chuchotant. La façon dont il me regardait. Pas avec affection. Mais avec l'œil critique d'un gestionnaire, évaluant un actif en cours de dépréciation. J'étais un soldat. Je savais quand l'ennemi était en train de manœuvrer. Je savais quand on tentait de me prendre à revers. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Monsieur Beaumont, ai-je dit, quand la ligne s'est connectée. Jean-Luc Beaumont était un vieil ami de mon père. Un ancien avocat militaire, qui s'était reconverti dans le droit des sociétés internationales à Paris. Il m'a rejoint 1 heure plus tard, impeccable dans son costume en tweed. « Caitlin » a-t-il dit en m'embrassant sur les 2 joues. « Tu as l'air tourmenté. »« J'ai besoin de votre aide, Jean-Luc » ai-je répondu, en allant droit au but. « J'ai besoin d'une protection juridique. Et j'en ai besoin maintenant. » Nous avons passé les 4 heures suivantes dans son bureau, à rédiger un document. Ce n'était pas un simple accord post-nuptial standard. C'était une reconnaissance d'investissement en temps et en effort. Ce document détaillait chaque heure que j'avais travaillé. Chaque algorithme que j'avais optimisé, en utilisant des protocoles de logistique militaire. Chaque euro de mon propre argent que j'avais investi. Cette clause-ci, a indiqué Jean-Luc, en pointant du doigt avec un stylo en or. Elle stipule qu'en cas de dissolution du mariage, 49% de tous les actifs, actuels et futurs, de Restock Solutions te reviennent de droit, en tant que partenaire fondatrice, quel que soit ton titre officiel. Est-ce que cela tiendra dans un tribunal américain, ai-je demandé. C'est rédigé en vertu du droit commercial international. C'est applicable dans les 2 juridictions, en raison de la double immatriculation de Restock, a-t-il souri finement. C'est en béton armé. Mais seulement s'il le signe de son plein gré. Il le signera, ai-je assuré. Je connais sa faiblesse. La faiblesse de Corbin, c'était l'arrogance. Et l'alcool. Le piège était en place pour notre dernière nuit. Corbin est rentré en titubant dans notre suite, à 3 heures du matin. Il sentait le cognac cher, et la fumée de cigare. Il était euphorique. Je l'ai fait, bébé, a-t-il crié, jetant sa veste par terre. 5 millions d'euros. On passe à l'international. Il m'a attrapé, et m'a fait tourner sur moi-même. Mais ses yeux étaient vitreux. Il ne me voyait pas. Il voyait des signes euros. C'est incroyable, Corbin, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Je suis tellement fier de toi. Il faut fêter ça. Mais d'abord, il faut faire les bagages. On part dans 4 heures. Hug, la paperasse, a-t-il gémi, s'affalant sur le lit. Je déteste la logistique. Je sais, ai-je dit d'une voix apaisante.
C'est pour ça que je m'en suis occupé. J'ai juste besoin de ta signature sur quelques documents pour la douane. Et pour les nouvelles exigences de visa, pour tes réunions avec les investisseurs à Londres. J'ai apporté un porte-bloc. Dessus, se trouvait une pile de papiers. Le premier était une déclaration de douane. Le deuxième était une renonciation d'assurance. Enfoui au milieu, page 3 sur 5, se trouvait l'accord de reconnaissance d'investissement. Signe juste ici, ici, et ici, ai-je dit en pointant les lignes. Je lui ai tendu un stylo. Corbin a ri. Un rire relâché, épateux. Tu veux toujours tout contrôler, Caitlin. Toujours avec tes listes et tes formulaires. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tu serais perdu, ai-je répondu honnêtement. Il a griffonné sa signature sur la première page. Puis sur la deuxième. Mon cœur battait si fort, que j'ai cru qu'il l'entendrait. C'était la zone de danger. S'il s'arrêtait pour lire, s'il dessoulait une seule seconde. Il est passé à la troisième page. Le titre, Accord de répartition des capitaux propres, était bien visible en haut, en lettres grasses. Mais Corbin n'a pas regardé en haut. Il a regardé la ligne que je pointais, en bas de page. Tu t'inquiètes trop, petite femme, a-t-il balbutié. On est riche maintenant. On peut embaucher des gens pour faire ce genre de truc. Il l'a signé. Un gribouillis tremblant et irrégulier. Corbin J. Reynolds. Il a tourné la page, et a signé la suivante. Puis, il a laissé tomber le stylo, et est retombé sur les oreillers. Il s'est évanoui en quelques secondes. Je suis resté là un moment, à écouter sa respiration lourde. J'ai délicatement détaché les papiers du porte-bloc. J'ai pris l'accord, je l'ai plié soigneusement, et je l'ai placé à l'intérieur de la poche secrète de mon blazer de voyage. La poche située juste sur mon cœur. Fais de beaux rêves, monsieur le PDG, ai-je murmuré. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant la tour Eiffel scintiller au loin. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement, et d'immense tristesse. Je venais de garantir mon avenir. Mais je venais aussi de signer le certificat de décès de mon mariage. Un mariage qui, en réalité, était mort à l'instant où j'étais devenu un bruit de fond. Cette signature à Paris était mon bouclier. Mais je n'aurais pas besoin de l'utiliser avant 2 ans. 2 années passées à le voir devenir de plus en plus distant, de plus en plus cruel. De plus en plus comme sa mère. Je suis revenu brusquement au présent, dans la froide salle d'audience de Virginie. Le souvenir de ce stylo grattant sur le papier à Paris, était si vif que je pouvais presque l'entendre. Mais il fut remplacé par un autre son. Le bruit d'une portière de voiture qui claque. Le son d'une autre signature, sur un autre document, qui m'a été jeté à la figure comme un déchet. Le jour où il s'est enfin débarrassé de moi. J'ai regardé Corbin, de l'autre côté de l'allée centrale. Il chuchotait à nouveau à son avocat, l'air confiant. Il avait oublié Paris. Il avait oublié la fille qui avait acheté ses ordinateurs. Il avait tout oublié, sauf son propre reflet. Il était sur le point de se souvenir. Mais d'abord, le juge devait voir la preuve de la trahison finale. Le moment où l'homme dans l'arène a finalement été poignardé dans le dos, par la personne pour laquelle elle se battait. C'est arrivé un mardi. Un mardi qui a commencé comme n'importe quel autre, mais qui s'est terminé avec l'effondrement de mon monde. L'invitation indiquait le tenue de soirée optionnelle. Mais pour la foule réunie au Ritz-Carlton de Georgetown, cela signifiait « portez votre valeur nette sur vous ». C'était la soirée de lancement de la levée de fonds de Ceris et de Restock Solutions. C'était la nuit dont Corbin rêvait, depuis qu'il avait pleuré sur son ordinateur portable cassé, dans notre appartement glacial. Je me tenais près d'une fougère en pot, essayant de me rendre invisible. Je portais une robe noire toute simple. Je l'avais trouvée chez Ross Dress for Less, dans le rayon des soldes, pour 29 €. Elle était propre. Elle était modeste. Et comparée aux robes scintillantes qui m'entouraient, on aurait dit un sac à patates. Corbin, bien sûr, était dans son élément. Il tenait sa cour au centre de la pièce. Riant bruyamment à une blague faite par un investisseur en capital risque aux cheveux argentés. Et, accrochée à son bras, comme une bernacle de très grand luxe, il y avait Rebecca. Rebecca avait 24 ans. Elle était diplômée de Vassar, avec une licence en histoire de l'art.
Son papa siégeait au conseil d'administration de 3 entreprises du classement Fortune 500. Ce soir-là, elle portait une robe Chanel vintage, qui coûtait probablement plus cher que mon salaire annuel entier en tant qu'agent de sécurité. La robe était de couleur crème, dos nu, et dévoilait une peau qui n'avait clairement jamais connu un jour de dur labeur. Elle riait à tout ce que disait Corbin, rejetant la tête en arrière pour exposer son long et élégant cou. Elle lui touchait constamment le bras. Un contact léger, possessif, qui me retournait l'estomac. J'ai bu une gorgée de mon eau gazeuse. J'étais l'épouse. J'étais la cofondatrice, techniquement. Mais personne ici ne le savait. Pour eux, j'étais juste là. Excusez-moi, mademoiselle. Je me suis retourné. Un homme plus âgé, avec un nez bulbeux, et un smoking qui tirait sur les boutons, me tendait un verre vide. Pourriez-vous être un amour, et aller me chercher un autre chardonnay? Et assurez-vous qu'il soit bien frais cette fois-ci. Le dernier était tiède. Je suis resté figé. Il pensait que j'étais une employée de service. J'ai regardé ma robe. J'ai regardé mes mains, dépourvues de bijoux, à l'exception de ma simple alliance en or. J'ai commencé à dire, je ne suis pas, oh, Arthur, ne soyez pas ridicule. La voix de Corbin m'a interrompu. Il s'était approché, avec Rebecca toujours accrochée à son flanc. J'ai ressenti une vague de soulagement. Il allait le corriger. Il allait me présenter. Voici ma femme, Caitlin. Elle a aidé à construire cette entreprise. Corbin a décoché ce sourire charmant et dévastateur. Elle n'est pas salariée, Arthur. Mais elle adore se rendre utile, n'est-ce pas bébé? Il m'a regardé. Ses yeux étaient durs, me mettant au défi de faire un esclandre. Elle est très serviable, a ajouté Corbin, en faisant un clin d'œil à l'investisseur. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. L'air a quitté mes poumons. Serviable. Comme un camion. Comme une paire de bottes. Arthur a ri. Eh bien, n'est-ce pas merveilleux? Une femme serviable, c'est une perle rare de nos jours. Il a poussé le verre plus près de ma poitrine. J'ai pris le verre. Ma main tremblait tellement, que le pied en cristal cliquetait contre mon alliance. Je vais vous chercher ça, ai-je murmuré. Alors que je me tournais vers le bar, l'humiliation brûlant mes joues comme de l'acide, je suis rentré droit dans Mia. Ma belle-mère tenait sa cour à une table haute, entourée de ses amis du club de bridge. Elle a vu le verre dans ma main. Elle a vu mon visage. Et elle a souri. C'était le sourire d'un prédateur, qui vient de coincer un lapin blessé. Caitlin, s'est-elle exclamée. Sa voix était assez stridente, pour couvrir la musique de jazz en fond sonore. Tu tombes à pic. Elle m'a tendu son propre verre vide. Puis, elle en a ramassé un autre sur la table. Et un autre. Puisque tu te diriges vers le bar, sois un amour et va nous rafraîchir ça, a-t-elle dit d'une voix forte. Et rapporte de la glace. Le service ici est d'une lenteur épouvantable. Mia, je. Oh, ne prends pas cet air offensé, m'a-t-elle coupé. Sa voix est descendue à un sifflement, que seuls moi et les personnes immédiatement autour de nous pouvions entendre. Ce n'est pas comme si tu faisais quoi que ce soit d'autre d'utile, ce soir. Tu te tiens juste là, avec l'air d'assister à des funérailles. Elle s'est penchée un peu plus près, ses yeux étincelants de malice. Et puis, Caitlin. Tu es habituée au travail manuel, n'est-ce pas? Avec tes mains, tu es probablement plus rapide que les vrais serveurs. Tu sais comment te démener. C'est bien ce que font les gens comme vous, non? Se démener? Les gens comme vous. La classe ouvrière. Les soldats. Ceux qui nettoyaient leurs dégâts. Je me tenais là, tenant 3 verres vides, sentant le poids d'une centaine de regards posés sur moi. Je voulais fracasser les verres sur le sol. Je voulais crier que j'étais capitaine dans l'armée des États-Unis. Que j'avais mené des convois dans des zones de combat. Que j'étais la raison pour laquelle, ils se trouvaient tous là ce soir. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'étais discipliné. Et parce qu'au fond de moi, une partie de moi, la partie qui avait été écrasée par des années de leur snobisme, la croyait. Tenez, laissez-moi vous aider avec ça. C'était Rebecca. Elle avait glissé jusqu'à moi, embaumant la rose et l'argent. Elle ne m'a pas pris les verres des mains. Elle a juste posé une main sur mon épaule. C'était un geste condescendant.
comme si elle caressait un chien. Tu as l'air fatigué, Caitlin, a roucoulé Rebecca. Sa voix était douce. D'une douceur écœurante. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi, tout simplement? Corbin va rentrer tard. Nous devons discuter de la stratégie d'introduction en bourse avec les partenaires. Et honnêtement, c'est très technique, tout ça. Ça te donnerait juste mal à la tête. Elle m'a jaugé de la tête aux pieds, son regard s'attardant sur ma robe rosse. Tu ne comprendrais pas les nuances de ce que nous faisons, a-t-elle dit doucement. Rentre chez toi. Repose-toi. Tu as bien ton travail de sécurité demain, pas vrai? Elle a prononcé les mots au travail de sécurité, comme on pourrait dire traitement des eaux usées. C'était ce moment-là. Le coup de grâce. Ce n'était pas seulement une insulte à mon intelligence. C'était le remplacement pur et simple. Elle ne me disait pas seulement de quitter la fête. Elle me disait de quitter ma propre vie. Elle prenait ma place, s'appropriant mon mari et mon entreprise, et me reléguant dans l'ombre. Là où était la place des employés de service. J'ai regardé Corbin. Il nous observait. Il a vu sa mère me traiter comme une servante. Il a vu sa maîtresse me renvoyer comme une enfant. Et il m'a tourné le dos. Il s'est retourné vers Arthur, et Harry a une autre blague. J'ai posé les verres sur la table la plus proche. Cling, clink, clink. Tu as raison, Rebecca, ai-je dit. Ma voix était d'un calme effrayant. Je ne comprendrais pas profiter bien de la fête. Je suis sorti. Je suis passé devant la fontaine de champagne. Devant les sculptures de glace. Devant la vie que j'avais payée avec mon sang, et ma sueur. Je suis sorti dans la fraîcheur de la nuit de Washington DC. Mes talons claquaient sur le trottoir. Je n'ai pas pleuré. Le temps des larmes était révolu. La rage en moi n'était plus un incendie. C'était un bloc de glace, froid et dur. Ils pensaient que je partais parce que j'étais vaincu. Ils pensaient que je m'enfuyais, pour aller cacher ma honte. Ils avaient tort. Je ne battais pas en retraite. Je rompais le contact, pour réaligner mes forces. Si vous avez déjà été rabaissé par des personnes qui auraient dû vous élever. Ou si, tout simplement, vous méprisez l'arrogance de ceux qui pensent que l'argent leur donne le droit de traiter les autres comme des moins que rien. Cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Et dans les commentaires, je veux que vous tapiez un seul mot, respect. Faisons-leur savoir que nous les voyons, et que nous exigeons mieux. Assise dans ma voiture cabossée, dans la file du service de voiturier, observant le voiturier regarder mon véhicule avec dédain, j'ai réalisé quelque chose. L'arrêt de mort dans ma poche, l'accord de Paris, n'était pas suffisant. Plus maintenant. J'avais besoin de plus que de l'argent. J'avais besoin d'une victoire totale. Et de la terre brûlée. Et 3 jours plus tard, par un mardi après-midi, Corbin allait m'offrir la toute dernière munition dont j'avais besoin. Il n'a pas envoyé de texto. Il n'a pas appelé. Il a envoyé une Porsche. Et un huissier de justice. Mardi après-midi. 14 heures. Le soleil tapait fort sur l'asphalte du centre de distribution, créant des vagues de chaleur miroitantes, qui donnaient à l'horizon des airs de mirage. J'étais dans la guérite de sécurité, transpirant dans mon uniforme en polyester. La climatisation était en panne depuis 3 jours, et la direction n'avait pas pris la peine de la faire réparer. Je vérifiais le manifeste d'une livraison d'équipements électroniques. Mon esprit dérivait vers la liste des courses, que je devais faire après mon service. Du lait, des œufs. Peut-être un steak pour Corbin, puisqu'il avait conclu ce gros contrat. Un grondement bas et guttural a percé le bourdonnement des camions qui passaient. Ce n'était pas un moteur diesel. C'était le ronronnement distinct, et agressif, d'une voiture de sport ultra performante. J'ai levé les yeux. Une Porsche 911 Turbo S, noire comme de l'encre et profilée comme une balle, s'arrêtait devant la barrière. Elle n'avait pas de laissez-passer visiteur. Elle n'avait pas de manifeste de livraison. Je suis sorti de la guérite. Ma main s'est instinctivement portée à ma ceinture, bien que je ne porte aucune arme. Seulement une radio, et une lampe torche. « Monsieur, vous ne pouvez pas vous garer ici », ai-je commencé à dire en levant la main. La voiture s'est arrêtée. La vitre est descendue avec un doux vrombissement électronique. Corbin était au volant. Il portait des lunettes de soleil, qui coûtaient plus cher que mon loyer mensuel.
Ses mains serraient le volant en cuir, les jointures blanches. Il ne m'a pas regardé. Il regardait droit devant lui, vers les rangées interminables de conteneurs maritimes. « Corbin ?» ai-je demandé, confuse. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Il s'est passé quelque chose ?» Il n'a pas répondu. À la place, une berline grise quelconque s'est arrêtée derrière la Porsche. Un homme en costume bon marché en est descendu. Il a marché d'un pas vif vers moi. Une enveloppe Kraft à la main. « Caitlin Lindsay ?» a demandé l'homme. « Oui. » Il a plaqué l'enveloppe contre ma poitrine. « Vous êtes assigné. » Il s'est retourné, a marché jusqu'à sa berline, et a démarré. Juste comme ça. J'ai baissé les yeux sur l'enveloppe. Tribunal de grande instance du comté de Fairfax. Demande de dissolution du mariage. Mon estomac s'est noué. J'ai regardé à nouveau Corbin. Il avait finalement tourné la tête. Il n'a pas enlevé ses lunettes de soleil. Corbin, ai-je chuchoté. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est fini, Caitlin, a-t-il dit. Sa voix était vide d'émotion. C'était du pur business. Mon avocat gérera les détails. Je te propose un accord de séparation. Il est généreux. Prends-le et signe. Généreux. J'ai ri. Un son dur et saccadé. Tu me fais signifier les papiers du divorce sur mon lieu de travail? Le travail que j'ai pris pour subvenir à tes besoins. Je dois passer à autre chose, a-t-il répondu en tapotant ses doigts sur le volant. Rostock entre en bourse l'année prochaine. Le conseil d'administration, les investisseurs. Ils attendent une certaine image. J'ai besoin d'une épouse qui puisse élever ma marque. Quelqu'un qui soit à sa place dans les galas de charité. Quelqu'un de doux. Il a fait une pause, puis il a sorti la réplique que sa mère avait dû lui dicter, « Maman avait raison. Tu es trop rigide. Trop Jane. Tu n'as pas la douceur d'une femme. Caitlin. Tu traites chaque situation comme si c'était une mission militaire. C'est épuisant. Rebecca. Elle comprend ce style de vie. Elle a sa place. Elle a sa place. Il m'échangeait, comme une voiture d'occasion. J'avais trop de kilomètres au compteur. J'avais trop de rayures sur la carrosserie. C'est moi qui ai bâti ton style de vie, Corbin, ai-je rétorqué. Ma voix tremblait d'une rage si pure, qu'elle me glaçait le sang. J'ai acheté les serveurs. J'ai écrit la logique de ta chaîne logistique. Je t'ai nourri, quand tu étais fauché. Et je l'apprécie, a-t-il dit avec dédain. C'est pour ça que l'accord de séparation est généreux. Garde la bague. Mets-la au clou si tu veux. Considère ça comme une indemnité de licenciement. Une indemnité de licenciement. Il a passé la vitesse. Le moteur a rugi. Une bête prête à bondir. Au revoir, Caitlin, a-t-il lancé. Il n'a pas attendu de réponse. Il a écrasé l'accélérateur. La Porsche a bondi en avant. Elle a soulevé de la poussière, et des graviers qui m'ont piqué le visage. J'ai regardé les feux arrière disparaître au détour du virage. J'étais seul. Planté dans la chaleur accablante. Tenant les papiers qui effaçaient cette année de ma vie. Je n'ai pas pleuré. Les larmes, c'est pour la douleur. Ce n'était pas de la douleur. C'était de la clairvoyance. J'ai terminé mon service. J'ai vérifié chaque camion. J'ai signé chaque registre. J'ai fait mon devoir. Parce que c'est ce que font les soldats. Quand je suis rentré à l'appartement, il était déjà à moitié vide. Il avait déménagé ses affaires pendant que j'étais au travail. Son ordinateur de jeu. Ses vêtements. Ses montres de luxe. Tout avait disparu. L'appartement était silencieux. Mais il n'était pas vide. Je suis entré dans la chambre. Au fond du placard, poussé derrière mes anciens uniformes, se trouvait une longue boîte rectangulaire, enveloppée de velours noir. Je l'ai sortie. Elle était lourde. Je me suis assise sur le bord du lit, et j'ai ouvert l'étui. À l'intérieur reposait mon sabre d'officier de l'armée. La lame en acier luisait dans la pénombre. Sur la lame était gravé, à la capitaine Caitlin Lindsay, pour l'honneur et pour la patrie. Mon père me l'avait offert, lors de ma remise de diplôme. Il m'avait dit que c'était un symbole de mon serment.
Le symbole de mon rôle de protectrice. Corbin pensait que j'étais rigide. Il pensait que j'étais G.I. Jane. Il pensait que j'étais faible, parce que je l'avais servi. Il était sur le point d'apprendre la différence entre une servante et un soldat. J'ai empoigné la garde du sabre. Elle était froide et familière dans ma main. Il veut la guerre, ai-je chuchoté à la pièce vide. Il veut se battre pour des actifs et pour une image. Je me suis levé, et j'ai entièrement tiré l'épée de son fourreau. Le son était caractéristique. Un crissement aigu et métallique, d'acier contre acier. C'était le son de la bataille. Si tu veux la guerre, Corbin, ai-je dit en regardant mon reflet dans la lame. Je te donnerai la guerre. Mais les guerres coûtent de l'argent. Et à ce moment-là, j'avais une offre de règlement de divorce qui était une insulte, et un compte en banque qui était vide. J'avais besoin de puissance de feu. J'avais besoin du meilleur avocat de Washington D.C. Et pour obtenir cela, je devais faire un dernier sacrifice. Un sacrifice qui ferait plus mal que de travailler de nuit. J'ai baissé les yeux vers le sabre. Puis j'ai regardé la boîte vitrée sur le mur. Là où était exposée mon étoile de bronze, et mon insigne d'action au combat. Je suis désolé, papa, ai-je murmuré. J'ai remis l'épée dans son étui. J'ai décroché les médailles du mur. Je n'allais pas mettre la bague au mont-de-piété. Cette bague n'avait plus aucune valeur à mes yeux. J'allais vendre mon honneur, pour acheter ma justice. J'ai attrapé mes clés, et j'ai passé la porte. Ma destination n'était pas un prêteur sur gage. C'était Castrit. Et je cherchais une vipère. Castrit, à Washington D.C., sans le pouvoir. Ça sent l'espresso fraîchement préparé. Les porte-documents en cuir hors de prix. Et l'odeur métallique et distincte de l'ambition. Je suis entré dans le hall d'accueil de l'immeuble de verre et d'acier, qui abritait le cabinet d'avocats Chin & Partners. Je portais mes plus beaux vêtements civils, un pantalon de tailleur, et un chemisier que j'avais méticuleusement repassé. Sous le bras, je tenais le long étui en velours noir. La réceptionniste m'a jaugé par-dessus ses lunettes de créateur. Je n'avais pas rendez-vous. Et je ne ressemblais pas à leur clientèle typique, qui arrivait généralement en limousine avec chauffeur. Je suis ici pour voir Marilyn Chin, ai-je annoncé. Maître Chin est complète jusqu'au trimestre prochain, a reniflé la réceptionniste, tendant la main vers le téléphone pour appeler la sécurité. Dites-lui que la capitaine Lindsay est là, ai-je dit, ma voix tranchant l'atmosphère feutrée du hall. Dites-lui que j'ai une arme qui pourrait l'intéresser. 5 minutes plus tard, j'étais assise dans un bureau d'angle, avec vue sur le Capitole. Marilyn Chin ne ressemblait pas à une vipère. Elle ressemblait à un mannequin, qui aurait décidé de devenir un requin. Elle était petite, élégante, et dégageait une intensité qui semblait raréfier l'air dans la pièce. Elle était connue, dans les cercles de Washington, sous le surnom de « la vipère ». Non pas parce qu'elle était venimeuse. Mais parce qu'elle frappait vite, et qu'elle ne manquait jamais sa cible. Elle était assise derrière un bureau, qui était essentiellement un énorme bloc de marbre noir. Elle ne m'a pas proposé de café. Elle m'a juste regardé. « Vous avez 3 minutes, capitaine », a-t-elle lancé. « Mon tarif horaire est de 900 €. Vous êtes actuellement en train de le gaspiller. »« Je n'ai pas 900 €, ai-je répondu sans détour. Mon mari, Corbin Reynolds, vient de me signifier les papiers du divorce. Il est le PDG de Restock Solutions. Il pèse environ 80 millions d'euros. J'ai 12 € sur mon compte courant. » Marilyn a haussé un sourcil. « Alors, vous cherchez la charité ? Je ne prends pas d'affaires pro bono pour des histoires larmoyantes. Je ne cherche pas la charité, ai-je affirmé. Je cherche une mercenaire. » J'ai posé l'étui en velours sur son bureau. Le bruit était doux, mais lourd. J'ai ouvert la fermeture éclair, et j'ai replié le tissu. La lumière du soleil, traversant la fenêtre, a accroché la lame en acier de mon sabre d'officier. Il était parfait. Les gravures étaient nettes. La garde était enveloppée de fils d'or. C'était une pièce d'histoire. Magnifique. Mortelle. Marilyn a regardé l'épée. Puis, elle m'a regardé. Son expression n'a pas changé. Mais ses yeux se sont légèrement plissés. C'est un sabre de l'armée, a-t-elle noté. Le modèle réglementaire pour les cérémonies. C'était un cadeau de mon père,
ai-je expliqué. Ma voix était ferme, bien que mon cœur se brisait. Il me l'a offert lorsque j'ai été diplômé de West Point. Il représente mon honneur. Mon serment. C'est la seule chose de valeur que je possède. J'ai poussé l'étui vers elle. Je sais que ça ne couvrira pas vos honoraires. Mais c'est un acompte. Une garantie. Si vous prenez mon affaire, je vous promets que je paierai chaque centime que je vous dois, quand nous gagnerons. Si nous perdons, vous gardez l'épée. Le silence s'est étiré dans la pièce. Je pouvais entendre le ronronnement de la climatisation. Je pouvais entendre la circulation sur K Street, plus bas. Marilyn s'est levée. Elle a contourné le bureau. Elle a tendu la main, et a fait glisser un doigt le long du plat de la lame. Elle n'a pas touché le tranchant. Elle savait comment manier une arme. Vous vendriez votre honneur, pour vous battre dans un divorce, a-t-elle demandé doucement. Il n'a pas fait que divorcer, ai-je répondu. Il m'a effacé. Il m'a traité de bruit de fond. Il pense que, parce que je l'ai servi, je suis inférieur à lui. Je vends le symbole de mon honneur. Pour pouvoir en reconquérir la réalité. Marilyn m'a observé pendant un long moment. Puis, un sourire lent et terrifiant s'est étiré sur son visage. C'était le sourire d'un général, qui vient de trouver le soldat idéal. Elle a refermé l'étui, et me l'a repoussé. Gardez votre épée, capitaine, a-t-elle dit. Vous allez en avoir besoin. Quant aux honoraires. Eh bien. Nous allons prendre cette affaire au résultat, a-t-elle conclu en retournant vers sa chaise. 30% du règlement, plus les dommages et intérêts. Et en vous regardant, je pense que les dommages vont être substantiels. Elle a appuyé sur un bouton de son interphone. Annule mon déjeuner. Et apporte-moi le dossier de Restock Solutions. Toutes les déclarations publiques, tous les communiqués de presse, toutes les déclarations fiscales. Pendant la semaine qui a suivi, le bureau de Marilyn est devenu mon poste de commandement. Je ne suis pas retourné à l'entrepôt. Je me suis fait porter pâle, puis j'ai démissionné. J'avais une nouvelle mission. Nous avons travaillé 18 heures par jour. Nous avons établi une chronologie de ma relation avec Corbin, plus détaillée qu'un plan de campagne militaire. Ici, disais-je, en pointant un relevé bancaire de 2016. Ce transfert de 4 500 €. C'était ma solde de combat. C'est ce qui a permis d'acheter la pile de serveurs, qui hébergent leur base de données principale. Bien, marmonnait Marilyn, en tapant furieusement sur son clavier. Contribution financière directe, et traçable. Et ici, ai-je continué, en affichant une vieille chaîne de mai. Voici les protocoles logistiques que j'ai écrits pour lui. Il appelle ça de l'IA propriétaire. Moi, j'appelle ça la procédure opérationnelle standard pour les opérations de convoi. Marilyn a ri. C'était un son sec et aigu. Il a fait un copier-coller de la doctrine militaire, et l'a vendu à la Silicon Valley. Son arrogance est stupéfiante. Ensuite, j'ai abattu ma carte maîtresse. Le document de Paris. Marilyn l'a lu. Elle l'a lu 2 fois. Elle a enlevé ses lunettes, les a nettoyées. Puis, elle l'a lu une 3e fois. Ça, a-t-elle dit, en tenant le papier comme s'il s'agissait d'une sainte relique. Ce n'est pas seulement un accord post-nuptial. C'est une confession. Il reconnaît votre investissement en temps et en effort. Il vous reconnaît en tant que partenaire. Et c'est notarié, selon le droit international. Elle a levé les yeux vers moi, le regard brillant. Il pense qu'il s'agit d'une simple affaire de divorce en Virginie, a-t-elle déclaré. Il pense qu'il est juste en train de se couper un bras. Il ne réalise pas qu'il a signé un document qui vous donne droit à la moitié du corps entier. Nous avons préparé les dossiers. Nous avons préparé les pièces à conviction. Nous avons préparé les questions pour le contre-interrogatoire. Ce fut méticuleux. Ce fut brutal. C'était la guerre. La nuit précédant l'audience, j'étais assise dans le bureau de Marilyn. Je fixais la pile de cartons de preuves. Je me sentais vidé. Épuisé. Vous avez peur, m'a demandé Marilyn. Elle rangeait ses affaires dans sa mallette, paraissant aussi fraîche que si la journée venait de commencer. Non, ai-je répondu. Je n'ai pas peur. Je suis juste prête. Tant mieux, a-t-elle conclu. Parce que demain,
nous ne nous contenterons pas de gagner un procès. Demain, on veut sa tête. Elle m'a tendu une housse à vêtements. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Votre armure, a-t-elle répondu. J'ai remarqué que votre tailleur était pratique. Mais dans ma salle d'audience, la perception devient la réalité. Portez ça. Ça correspond à notre narration. J'ai ouvert la housse. À l'intérieur, il y avait un blazer bleu marine. Il n'était pas cher. Il n'était pas tapa accent grave l'œil. Mais il était parfaitement coupé. Et sur le revers, Marilyn avait épinglé un petit insigne discret. Les sabres croisés de la cavalerie. L'insigne de ma branche militaire. Ne le laissez pas oublier qui vous êtes, a-t-elle ajouté. J'ai touché l'insigne. J'ai pensé au sabre, dans sa boîte en velours à la maison. J'ai pensé à mon père. J'ai pensé aux nuits froides dans la guérite de sécurité. Je ne l'oublierai pas, ai-je promis. Marilyn a regardé sa montre. Rentrez chez vous, capitaine. Dormez un peu. Demain, 0900 heures. On attaque. La descente en ascenseur vers le hall ressemblait à la descente dans un tube de lancement. Je suis sorti sur K Street. L'air était frais. Je n'étais plus l'épouse attendant les miettes. Je n'étais plus l'agent de sécurité se cachant dans l'ombre. J'étais la plaignante. Et tandis que le soleil se levait sur le Potomac le lendemain matin, transformant le fleuve en un ruban de sang et d'or, je me suis tenu devant le miroir. J'ai enfilé le blazer. Et j'ai épinglé les sabres sur ma poitrine. Prête, ai-je murmuré. La transition entre la préparation silencieuse dans le bureau de l'avocate et la violence stérile de la salle d'audience fut brutale. Mais j'étais prête pour le bruit. J'étais prête pour les mensonges. Parce que lorsque je me suis levé dans cette salle, je ne tendais pas seulement la main vers un morceau de papier. Je tendais la main vers la détente. La salle d'audience était si silencieuse, que l'on pouvait entendre le bourdonnement des néons. Tous les yeux étaient fixés sur le document que je tenais à la main. Ce n'était pas une épée. Mais ça coupait tout aussi profondément. Vous pouvez vous approcher, Madame Lindsay, a déclaré le juge Callahan, piqué par la curiosité. Je me suis avancé vers le banc. Mes pas étaient mesurés, rythmés. Gauche, droite. Gauche, droite. J'ai remis le document à l'huissier, qui l'a ensuite remis au juge. Marilyn Chin, assise à la table des avocats et ressemblant à un prédateur racé dans son costume de créateur, s'est levée. Votre honneur, a commencé Marilyn, d'une voix douce et dangereuse. Ce que vous tenez entre les mains, est un accord notarié de répartition des capitaux propres et des actifs. Il a été signé par les deux parties à Paris, en France, le 14 octobre 2019. Il a été rédigé par Jean-Luc Beaumont, un spécialiste du droit commercial international. Et il est pleinement applicable en vertu de la Convention de La Haye, et des lois de réciprocité de l'État de Virginie. Corbin a froncé les sourcils. Paris? Nous étions en vacances. Je n'ai signé aucun accord. Le juge Callahan a ajusté ses lunettes. Il a lu le document. Ses sourcils ont grimpé presque jusqu'à la racine de ses cheveux. Monsieur Reynolds, a dit le juge, en regardant mon mari par-dessus le papier. Est-ce bien votre signature? L'huissier s'est avancé, pour montrer le document à Corbin. Corbin le lui a arraché des mains, agacé. Il y a jeté un coup d'œil, prêt à le rejeter d'un revers de main. Et c'est là qu'il l'a vu. Le gribouillage tremblant et irrégulier, en bas de la page 3. Corbin J. Reynolds. Son visage est devenu blanc. Pas pâle, blanc. Comme une feuille de papier d'imprimante. Sa bouche s'est ouverte et fermée, comme un poisson sur un quai. C'est, a-t-il bégayé. Je me souviens d'avoir signé des formulaires de douane. Des papiers pour des visas. Elle a glissé ça au milieu. Elle m'a piégé. Piégé, l'a interrompu sèchement Marilyn. Monsieur Reynolds. Êtes-vous en train d'admettre devant la cour, que le PDG d'une entreprise technologique de plusieurs millions d'euros, signe des documents juridiques sans les lire? J'étais saoul, a hurlé Corbin, en bondissant sur ses pieds. On célébrait une victoire. Elle a profité de moi. Asseyez-vous, Monsieur Reynolds, a aboyé le juge Callahan, en frappant son maillet. Vous allez maintenir l'ordre dans mon tribunal.
Corbin s'est rassis lourdement sur sa chaise. Mais ses yeux balayaient la pièce, fou de panique. Il a regardé son avocat, qui lisait frénétiquement la copie que Marilyn venait de lui remettre. L'avocat était pâle, lui aussi. Il savait reconnaître un coup de grâce quand il en voyait un. Le juge Callahan s'est raclé la gorge. Ce document stipule très clairement qu'en reconnaissance des contributions techniques fondamentales et de l'investissement financier, Caitlin Lindsay a droit à 49% de tous les capitaux propres de Restock Solutions. Ce droit est pleinement acquis et applicable immédiatement. En cas de demande de dissolution du mariage. Un halètement a parcouru la galerie. 49%. C'était près de la moitié de l'entreprise. Ça représentait des dizaines de millions d'euros. Mia Reynolds a poussé un cri étranglé. C'est impossible. C'est une agente de sécurité. Ce n'est personne. Ordre, a rugi le juge. Je me suis tourné vers Corbin. Il tremblait. Il avait l'air minuscule. Le costume Armani lui semblait soudain beaucoup trop grand. Tu as dit que je n'étais qu'un bruit de fond, Corbin, lui ai-je rappelé. Ma voix n'était pas forte, mais elle a porté dans tous les recoins de la pièce. Tu as affirmé à ce tribunal que je n'avais rien apporté. Que je me contentais d'exister, pendant que tu construisais l'avenir. J'ai fait un pas vers lui. Qui t'a appris à optimiser l'algorithme de la chaîne d'approvisionnement, Corbin? Qui t'a expliqué que la livraison au juste axe en grave temps, ça échoue s'il n'y a pas de redondance? Qui t'a montré comment l'armée suit les convois de carburant en milieu hostile? Et t'a dit d'appliquer cette même logique au stock de vente au détail? Corbin me fixait, sans voix. C'est moi, ai-je répondu à sa place. J'ai conçu l'architecture logique de ton logiciel. Sur le dos d'une serviette en papier. Dans un des nièces. À 3 heures du matin. Parce que tu n'arrivais pas à comprendre pourquoi ton code plantait. Tu as écrit le code? Oui. Mais c'est moi qui lui ai donné un cerveau. C'est moi qui lui ai donné un but. Je l'ai pointé du doigt. Ma main ne tremblait pas. Tu n'es pas un visionnaire, Corbin. Tu es une vitrine. Tu es une coquille vide, enveloppée dans un costume hors de prix. Et sans moi, ton système tout entier, n'est qu'un amas de données chaotiques. Elle ment, a crié Corbin. Il perdait complètement son sang-froid. C'est un soldat de base. Elle porte un flingue. Elle ne connaît ni Java, ni Python. Peut-être pas, est intervenue Marilyn Chin en s'avançant avec une autre pile de papier. Mais elle sait lire un relevé bancaire. Ce qui nous amène à la pièce à conviction B, Marilyn a posé violemment un épais classeur sur la table des plaignants. Pendant que Madame Lindsay travaillait de nuit pour payer vos serveurs, Monsieur Reynolds, il semble que vous utilisiez les fonds de l'entreprise. Des fonds qui appartiennent techniquement au partenariat. Pour financer un train de vie très somptueux. Pour vous-même. Et pour d'autres. Marilyn a ouvert le classeur. Dîner chez le diplomate. Billets en première classe pour Milan. Bijoux Cartier. Acheté pour une certaine mademoiselle Rebecca Sterling. Rebecca, assise dans la galerie, a halté et s'est couvert la bouche. Tous les regards se sont tournés vers elle. Elle s'est recroquevillée sur son siège, ayant l'air de vouloir disparaître sous le plancher. C'est du détournement de fonds, Monsieur Reynolds, a déclaré froidement Marilyn. Et puisque Madame Lindsay est actionnaire à 49%, vous l'avez volé. Le silence dans la pièce était de mort. La climatisation bourdonnait toujours, mais maintenant, cela ressemblait au son d'un compte à rebours. Le juge Callahan a regardé Corbin avec un dégoût non dissimulé. Il a regardé les documents. Il m'a regardé. Je me tenais droite, vêtu de mon blazer avec l'insigne des sabres croisés. Le tribunal estime que l'accord de Paris est valide et applicable, a tranché le juge Callahan. Sa voix a résonné comme la fermeture lourde et définitive d'une porte. Madame Lindsay se voit par la présente accorder 49% des biens matrimoniaux. Y compris les capitaux propres de Restock Solutions. De plus, compte tenu des preuves d'irrégularité financière. J'ordonne un audit jury comptable des finances de l'entreprise. Celui-ci sera supervisé par un administrateur indépendant. Bang! Le maillet s'est abattu. La séance est levée. C'était fini. Corbin s'est affalé en avant, la tête dans les mains. Il sanglotait maintenant. De gros sanglots laids,
et haletant. Il ne pleurait pas pour son mariage. Il pleurait pour son argent. Il pleurait parce qu'il avait perdu. Derrière lui, une agitation s'est fait entendre. Oh! Oh, mon cœur, s'est écrié Mia Reynolds. Elle s'est affaissée sur le côté, s'appuyant sur Rebecca, en s'agrippant à son collier de perles. C'était un évanouissement théâtral, digne d'un feuilleton larmoyant de l'après-midi. Que quelqu'un appelle un médecin, a couiné Rebecca, essayant de repousser la femme plus âgée de sa robe Chanel. Je n'ai pas bougé pour aider. J'avais été formé au premier secours. Je savais à quoi ressemblait une véritable urgence médicale. Ce n'en était pas une. C'était la stratégie de sortie désespérée d'une narcissique, qui avait perdu le contrôle du récit. J'ai regardé Marilyn. Elle m'a fait un petit signe de tête sec. Un guerrier saluant un autre guerrier. Je me suis retourné, et j'ai marché vers les lourdes portes en chêne, à l'arrière de la salle. En passant devant la galerie, j'ai vu les visages des personnes qui m'avaient jugé. Les investisseurs. Les amis de la famille. Ils ne me regardaient plus avec pitié. Ils me regardaient avec crainte, et avec respect. J'ai poussé les portes, et je suis sorti dans le couloir. L'air y était différent. Il n'était pas froid. Il n'était pas stérile. Il sentait la cire pour parquet, et la liberté. J'ai pris une grande inspiration, remplissant mes poumons complètement, pour la première fois depuis 7 ans. Le poids avait disparu. Le bruit de fond s'était éteint. Corbin Reynolds était un milliardaire sur le papier. Mais aujourd'hui, il était ruiné dans tous les domaines qui comptaient vraiment. Et moi? J'ai touché l'insigne sur mon revers. J'étais la capitaine Caitlin Lindsay. Et je venais d'accomplir ma mission. Mais la mission ne consistait pas seulement à détruire l'ennemi. Elle consistait à reconstruire le territoire. Et alors que je sortais du palais de justice, sous le soleil éclatant de la Virginie, je savais exactement quel était mon prochain objectif. Je n'allais pas à Disneyland. J'allais bâtir mon propre empire. Un empire où la loyauté serait la monnaie d'échange, et l'honneur la ligne de conduite. Et la première chose que j'allais faire, serait de jeter les fleurs qui arriveraient immanquablement à mon bureau le lendemain. Parce que les traîtres essaient toujours de racheter leur place, quand ils réalisent qu'ils ont perdu la guerre. 6 mois plus tard. Le soleil matinal passait à travers les baies vitrées de mon bureau d'angle, à Alexandria, en Virginie. Ce n'était pas la lumière crue et aveuglante du parking de l'entrepôt. C'était une lumière chaude, dorée, et pleine de promesses. J'étais assise derrière un bureau en chêne massif récupéré, pas en marbre. Sur le mur derrière moi, encadré de bois noir très simple, se trouvait la citation originale de « L'homme dans l'arène ». Celle qui avait autrefois été collée dans un casier sale. À côté d'elle était accroché mon sabre. Enfin retourné à sa juste place d'honneur. Je ne portais pas d'uniforme de sécurité en polyester. Je ne portais pas une robe de chez Ross. Je portais un costume sur mesure gris anthracite, qui m'allait comme un gant. Sur mon revers, brillant au soleil, se trouvait un petit insigne, les sabres croisés de la cavalerie. J'ai pris une gorgée de café. Mon mug arborait l'inscription « The Vanguard Initiative ». C'était le nom de ma nouvelle entreprise. Ce n'était pas une start-up technologique, conçue pour vendre les données de ses utilisateurs. C'était un incubateur d'entreprise, spécifiquement dédié aux vétérans de l'armée. Nous prenions des hommes et des femmes qui savaient comment diriger sous le feu ennemi, et nous leur fournissions le capital et le soutien logistique nécessaires pour créer leur propre entreprise. À travers la paroi vitrée de mon bureau, je pouvais voir le plateau principal. Il bourdonnait d'activité. Mais ce n'était pas l'énergie frénétique et chaotique de Restock Solutions. C'était discipliné. C'était concentré. J'ai aperçu le sergent Martinez. L'homme devant qui je m'étais caché, derrière une benne à ordures. Il se tenait près d'un tableau blanc, animant une réunion de stratégie. Il était mon chef des opérations, désormais. Lorsque je lui avais offert le poste, il m'avait serré la main et avait dit « Capitaine, je vous suivrai en enfer. » Une salle de réunion, c'est une promenade de santé. Mon interphone a grésillé. « Madame ?» C'était Sarah, mon assistante de direction. Une ancienne infirmière de la marine, qui gérait mon emploi du temps avec une précision militaire. « Il y a une livraison pour vous. Ça demande une signature. » « Faites entrer » ai-je répondu.
La porte s'est ouverte. Un coursier est entré. Il portait un énorme vase rempli de roses rouges à longue tige. C'était gigantesque. Ostentatoire. Le genre de composition florale qui crie « J'ai dépensé 500 € pour te dire que je suis désolé ». Sarah l'a posé sur le coin de mon bureau. Elle n'avait pas l'air impressionnée. Il y a une carte. Je savais de qui ça venait, avant même de reconnaître l'écriture. Restock Solutions était en chute libre. L'audit jury comptable ordonné par le tribunal n'avait pas seulement mis au jour les détournements de fonds concernant Rebecca. Il avait révélé un vaste système de fraude fiscale. Le cours de l'action avait dégringolé de 60% en 3 mois. Le conseil d'administration avait licencié Corbin de son poste de PDG, la semaine précédente. Rebecca l'avait quitté le jour où les assignations à comparaître étaient arrivées. J'ai pris la carte. L'écriture était tremblante. Désespérée. Caitlin, pouvait-on y lire? J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Je réalise maintenant que tu étais la colonne vertébrale de tout ça. Je t'en prie, pouvons-nous parler? J'ai besoin de toi. Restock a besoin de toi. Je t'aime toujours. J'ai besoin de toi. Pab, tu me manques. Pab, je suis désolé de t'avoir blessé. Mais j'ai besoin de toi. Il avait besoin de récupérer mes 49% de parts. Il avait besoin de mon cerveau, pour réparer le désordre qu'il avait créé. Il avait besoin d'un sauveur. J'ai regardé les roses. Elles étaient belles, d'une manière commerciale et stérile. Mais elles sentaient le désespoir. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de haine. Je ne ressentais rien. C'était l'indifférence que l'on éprouve, pour un moustique qu'on a déjà écrasé. Sarah, ai-je appelé? Oui, madame. Avons-nous une poubelle assez grande pour ça? Sarah a souri. Un sourire vif, et complice. Je crois que le bac de recyclage de la salle de pause est vide. Je me suis levé. Je n'ai pas pris la carte. Je n'ai pas pris une seule rose. J'ai attrapé le lourd vase en cristal à 2 mains. Je suis sorti de mon bureau. Je suis passé devant les rangées de bureaux, où des vétérans construisaient leur avenir. Je me suis dirigé directement vers la grande poubelle en métal, près de la cuisine. Clac. Le bruit du vase percutant le fond de la poubelle a été lourd et définitif. L'eau a éclaboussé. Les roses gisaient là, tordues et cassées, au milieu du marc de café et du papier déchiqueté. Recyclez le verre si vous le pouvez, ai-je dit à Sarah. Le reste, c'est juste du compost. Je suis retourné dans mon bureau, et j'ai fermé la porte. Le silence est revenu. Mais ce n'était pas un silence pesant. C'était paisible. Je me suis approché de la fenêtre, et j'ai regardé le drapeau américain flotter dans la cour. Mon téléphone a vibré sur le bureau. C'était Marilyn Chin. Salut partenaire, disait le texto. Je viens de voir les infos. Corbin est inculpé de 3 chefs de fraude. C'est ma tournée ce soir. J'ai souri, et j'ai tapé en retour, bien reçu. 18 h, j'ai baissé les yeux sur mes mains. Les callosités de l'entrepôt commençaient à s'estomper. Mais la force, elle, était toujours là. Ses mains avaient tenu un fusil. Elles avaient tenu une serpillière. Elles avaient tenu le stylo qui avait signé ma liberté, et celui qui l'avait reconquise. Corbin m'avait appelé un bruit de fond. Il avait tort. J'étais le signal. Il n'était que l'interférence. J'ai repensé au verset qui m'avait porté à travers les nuits les plus sombres, dans la guérite de sécurité. Le psaume 144, verset 1. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Dieu m'avait bien entraîné. Il m'avait fait traverser les flammes, pour que je sois forgé dans l'acier. La guerre était terminée. L'ennemi était vaincu. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais plus à me battre pour être vu. Je me suis assise sur ma chaise. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à taper. Pas un dossier juridique. Pas une lettre destinée à un traître. J'ai tapé l'entête de la nouvelle demande de subvention. Celle qui aiderait 50 autres vétérans à lancer leur propre entreprise. La capitaine prend son service, ai-je pensé. Et elle ne fait que commencer. Le soleil est monté plus haut dans le ciel,
inondant la pièce de lumière. C'était un nouveau jour en Virginie. Un nouveau jour pour Caitlin Lindsay. Et cette fois-ci, plus personne n'allait jamais éteindre sa lumière. Avec le recul, la leçon la plus coûteuse que j'ai apprise ne concernait pas l'argent. Elle concernait la valeur personnelle. Dans l'armée, on nous apprend que la mission passe avant tout. Mais dans la vie, vous êtes la mission. Nous confondons souvent le sacrifice total avec l'amour. Croyant que si nous donnons chaque morceau de nous-mêmes, nous serons chéris en retour. Mais j'ai appris, à mes dépens, qu'on ne peut pas servir à boire à partir d'une tasse vide. Ne vous excusez jamais de protéger votre avenir. Avoir un plan de secours ne signifie pas que vous ne faites pas confiance. Ça signifie que vous vous respectez suffisamment, pour vous assurer de ne jamais être laissé sans défense. Votre dignité est le seul atout que vous ne devez absolument jamais vendre. Merci d'être resté dans l'arène avec moi aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous mènent des batailles que personne d'autre ne voit. Portant des fardeaux qui semblent trop lourds à supporter. Je veux que cette chaîne soit un endroit où vous retrouviez votre force. Si mon histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications, pour que nous puissions continuer à mener ces combats ensemble. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la toute fin, prouvez-le-moi. Allez dans les commentaires, et tapez le mot incassable. Faites savoir au monde entier que, peu importe la force avec laquelle la vie vous frappe, vous êtes toujours debout.